Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode de Bleach, l'épisode 35 de la saison 17, c'est-à-dire l'épisode 9 de cette troisième partie de la saison finale de Bleach. On est content de se retrouver, ça sera évidemment une review dans laquelle vous aurez nos avis, mais nous on veut également vos avis sur cette adaptation. Est-ce que vous êtes lecteur du manga ou pas? Est-ce que vous avez aimé ou pas? Dites-nous tout. Du coup, comme vous le savez, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner, les amis, et autre chose, n'hésitez pas à aller acheter vos mangas préférés, peut-être Bleach d'ailleurs, chez notre partenaire Côté Manga, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à soutenir les librairies, elles en ont plus que besoin. Alors, épisode qui m'a surpris parce que je t'avoue que je m'attendais à la suite du combat de Mayuri. Et pas du tout, c'est pas du tout le Shinigami, on va dire ça comme ça, qui est mis en avant, mais on a cette fois-ci notre très cher Kyoraku en avant-poste. C'est bien ça, adaptation un peu bizarre, puisqu'on s'arrête dans le chapitre 640 avec Mayuri qui tape sa meilleure barre, hein, c'était la fin de l'épisode dernier, et hop, on saute. Surtout, on se spoil pas, on saute direct au chapitre 644 et on reprend avec les événements de la page 10 jusqu'au chapitre 649, avec des événements en plus qui sont coupés comme nous le précise Atsushi, c'est-à-dire que normalement on voit Gérard Valkyrie, vous savez le Valkyrie, là, All Might là, qui rigole. À un moment donné, il interviendrait dans ces chapitres, mais on ne le voit pas dans cet épisode-ci qui est entièrement consacré au combat entre Kyoraku et l'île Barrow. Un combat du coup qu'on attendait peut-être pas de sitôt, puisque en tout cas si vous êtes fan et lecteur du manga, bah, normalement ça continue avec autre chose. Là bah on a directement ce qui se passe 4 chapitres après quoi. Je vais te dire une chose, c'est que après connaissance de cette découpe, je suis content que dans l'adaptation, puisque c'est ça aussi la différence entre le manga, la façon dont c'est écrit à l'époque, avec ce teasing qu'il faut maintenir semaine après semaine pour, tu vois, vraiment, et que le lecteur ait envie de suivre à chaque fois le truc, tu lui donnes pas tout d'un seul coup. Là, on est sur une adaptation, on vous le dit souvent, et donc, pour le coup, on ne consomme pas de la même manière l'animé. Et là, je suis content, vu tous les différents combats, qu'on ait eu un épisode consacré à Kyoraku versus l'île Barrow, parce que ça permet de ne pas sortir de l'action et de vraiment le vivre de A à Z, surtout vu le déroulé et la conclusion. On aura quelques informations d'ailleurs un peu plus culturelles sur les références que ce combat représente à vous donner grâce à Atsushi. J'ai kiffé. Cette façon de faire en tout cas. Oui, bah, c'est pas plus mal, d'autant plus que ça permet peut-être de faire un round 2. En tout cas, au combat qu'on a eu précédemment, je sais pas, vu que ça se termine avec un bébé quand même qui mange la main, mais on sait pas ce qui se passe finalement, tu vois. Est-ce qu'il l'a ingurgité? Est-ce que maintenant ça fait partie du pouvoir de Mayuri? Est-ce qu'il va ressortir? Est-ce qu'il va faire éclater le bébé? Est-ce que, je sais pas, il y a d'autres adversaires qui vont arriver? Il y a autant de possibilités. Là, on est sur un épisode consacré, et à l'issue de cet épisode, on a l'air d'avoir fini le combat en tout cas. Maintenant, la question qui va se poser à l'issue de cet épisode, c'est est-ce que Kyoraku est mort ou vivant? Parce que quand même, il a des trous. Un trou dans l'épaule là, un trou dans le ventre là qui quand même fait mal. Ça a bien diminué son adversaire grâce à l'utilisation de son Bankai, où il répétait les dégâts qu'il subissait lui à son adversaire, un peu comme les poupées de paille de Basil Hawkins dans One Piece. Si l'une est touchée, ça impacte l'adversaire qui l'a lancé. Là on a un peu ça, et Kyoraku, démonstration de puissance, on l'avait déjà vu combattre et sortir son Shikai, etc. Et on attendait quelque part de le voir en tant maintenant que commandant suprême d'Hugo T13, le voir en avant. Le voir si tôt, cependant, je me dis, c'est peut-être parce que c'est pas non plus le plus hype, tu vois. Parce que si c'était le plus hype, tu le verrais pas dans les premiers, je pense. C'est sûr. Après, ta première question, elle est pertinente parce que c'est la question que je me suis posée aussi. Et ça fait peut-être un liant, et on vous laissera, si vous êtes bien entendu animé only, si vous connaissez le manga, ne vous amusez pas à spoiler tout le monde, s'il vous plaît. Mais je vais vous lire les quelques références
que nous souligne Atsushi, et peut-être que ça peut nous aiguiller, puisqu'on nous dit déjà dans un premier temps que Ohana, donc l'esprit du Zanpakuto, est apparu dans un arc hors série de l'anime épisode 230. Ce que moi, en tant que viewer de Bleach Kai, quand j'ai rattrapé, je l'ai pas vu, puisque Moi, je l'ai vu. voilà, les hors série, toi tu l'as vu, voilà, mais je préfère le préciser, si vous avez vu Bleach Kai, ou si vous avez zappé les fillers et hors série, vous ne l'avez jamais vu. Moi, je ne l'avais jamais vu. Ou si vous avez lu que le manga. Mais ça veut dire un truc intéressant, c'est que Taito Kubo, il a intégré le character design de ce personnage qui avait à l'époque été fait pour les fillers dans son manga. Pour véritablement faire une vraie corrélation et pas d'incohérence, comme on pourrait en voir dans Dragon Ball, où des fois l'animé, comme ça a été fait vraiment à part du manga, bah il y a des incohérences quand Toriyama a posteriori il met des éléments qu'il avait pas mis avant, mais que dans l'animé ils ont été mis, ça crée des trucs pas cohérents. Là pour le coup il a raccordé, alors je sais pas dans quel sens ça s'est fait, est-ce que c'est lui qui avait fait le character design d'Ohana initialement pour le staff de l'animé, ou est-ce qu'il a repris le character design pour l'intégrer dans le manga, je sais pas, mais c'est amusant de retrouver ça, et je crois que c'est pas le seul personnage à qui c'est arrivé. Il me semble qu'on avait vu un autre katana matérialisé comme ça aussi. Non mais c'est bien, c'est une façon intelligente de faire. Et pour compléter le propos, on nous dit que le Bankai du coup de Kyoraku, Katenkyo Totsu Karamatsu Shinju, os de la folie céleste florissante, suicide des amoureux du pain flétrissant, voilà un terme très poétique et littéraire, s'inspire des pièces de théâtre japonaises du coup des années 1700, Le pain déraciné d'un côté, Suicide d'amour à Sonezaki de l'autre, donc deux œuvres de Chikamatsu Monzaemon pour le Bunraku, donc c'est un théâtre de marionnettes, puis adapté en kabuki. Et ce sont donc des œuvres qui ont le Shinju, le double suicide, comme thème. Un peu, voilà, si on veut vraiment viser large, comme nous le dit Atsushi, c'est un peu le Roméo et Juliette occidental. On l'a aussi dans One Piece, avec le personnage de Lo Kung-yu, où il a carrément un tatouage comme ça. Double suicide à la rivière, je sais plus quoi, machin truc. Et donc du coup, si le Shinju c'est le double suicide comme thème, est-ce que c'est un double suicide assumé, véridique, et qui va jusqu'au bout de son terme, c'est-à-dire que c'est la mort qui les attend et c'est finito, ou est-ce qu'on va avoir une pirouette scénaristique où c'était un double suicide, mais tout d'un coup il va réussir à s'en sortir in extremis parce que soigné par quelqu'un dans le coin. Voilà. Ouais, je sais pas, mais en tout cas double suicide c'est aussi son attaque, celle que j'ai soulignée tout à l'heure, le fait d'utiliser justement cette attaque qui se reporte sur son adversaire. Finalement les blessures que tu as reçues toi impactent ton ennemi, c'est ça le double suicide pour moi, peu importe le sort des deux, je pense. Tu vois, parce que après ça peut être la résistance de chacun qui joue, quoi. Je trouverais ça con que à l'issue de cet épisode Kyoraku il dit Ohana, tu sais, il faut que je te dise, et hop, l'épisode il coupe et ending. Je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Donc on nous coupe à un moment où il allait dire quelque chose, ou où il allait se passer quelque chose. Je trouverais ça con qu'il meure. Ouais, tu sais, en fait, je suis mort. Ok, d'accord, merci, c'était bien la peine de nous mettre l'ending à cet endroit-là, tu vois. Donc bon, peu importe les événements, j'ai envie de dire, pour moi le double suicide, c'était surtout l'utilisation de sa première attaque avec son Bankai. Sauf s'il voulait lui dire je t'aime en fait, tu vois, en mode et puis bon, pour pas faire trop de lourdingue, je t'aime avec coupé juste avant de le dire, tu vois. Je t'aime avec son katana, tu sais, mais il a eu je sais pas combien d'assistantes, à chaque fois il est avec des filles, mais son katana qu'on a vu une fois le matérialiser dans l'animé, c'est sa waifu. Canon, c'est à elle qui va le dire, ok. Ouais. D'accord, ok. Bon, en tout cas, comme tu l'as dit, au-delà de toutes ces références, on a quand même eu droit à une démonstration de puissance. J'ai été étonné autant d'un côté que de l'autre par la nature simple et complexe finalement des pouvoirs de Kyoraku. Tu vois, tous ces jeux d'enfants entremêlés qui rendent quelque chose d'assez simple, très complexe finalement dans l'utilisation qu'il en fait. Puisque si tu connais pas toutes les règles des jeux, si tu respectes pas la ligne, en plus il met un jeu dans un autre jeu et tout, ça peut vite devenir d'un truc simple, c'est-à-dire d'un concept, c'est un jeu d'enfant censé être simple à comprendre, mais quand on fait une utilisation comme celle de Kyoraku, ça peut vite devenir pour lui un art, une maîtrise véritablement à avoir, et pour l'ennemi compliqué de déjà savoir auquel jeu auquel tu joues. Il y a un jeu dans un jeu, il faut connaître toutes les règles, etc. Ouais, j'ai oublié une des règles du jeu, je suis perdu en fait. Donc, je peux comprendre qu'il soit redoutable sur cette partie-là. Mais après, il m'a étonné sur ça.
c'est aussi un personnage qui emprunte beaucoup à la culture japonaise, donc il faut avoir énormément de connaissances pour pouvoir tout capter, ne serait-ce que le jeu Daruma-san ga Koronda, le Daruma est tombé, c'est grosso modo, c'est le loup quoi en français, et ça fallait connaître, et j'ai bien aimé la référence, parce que quand il expose la règle de son Shikai et de l'utilisation de ses techniques, tu te dis mais pourquoi tu vends tout à l'adversaire quoi, il est con quoi, maintenant il sait tout ce que tu vas faire l'adversaire, et il dit on peut pas jouer un jeu si on n'en connaît pas les règles. Tu te dis bah ouais c'est vrai. Effectivement vu comme ça, c'est pas con. mais ça lui permet ensuite de tromper l'île Barreau quoi. J'ai trouvé ça super intelligent, j'ai bien aimé finalement, à ma grande surprise, hein, moi le premier, l'utilisation de jeux d'enfants comme ça, corrélés avec la personnalité du personnage, pour attaquer. Et puis il y a aussi de beaux parallèles, parce qu'on a deux borgnes qui s'affrontent, même si on découvre un peu plus tard dans cet épisode que finalement l'île Barreau n'est pas borgne. Ça nous rappelle évidemment un autre combat que Kyoraku avait mené aussi contre quelqu'un qui était armé d'un pistolet, c'est d'ailleurs lui qui lui avait pété son œil, donc décidément dans cet arc Kyoraku c'est seulement contre des ennemis armés qu'il se bat. Le Kageo Kuri finalement de notre cher, comment il s'appelle, Kyoraku, va être confronté au diagramme qui est non pas pour le coup une épée et encore moins un arc matérialisé comme le sont d'habitude les armes des Kunchi, mais une arme à feu qui est en réalité son arc. C'est ce qu'on nous dit dans cet épisode, ceci est mon arc, blablabla, etc. On découvre aussi l'axe X dans cet épisode, et ça, grosse référence pour moi à Senseiya, parce que le gars se prend pour Shaka, il dit Motomo Kami ni Chikai Otoko, donc je suis l'homme le plus proche de Dieu. Il a littéralement, il s'octroie le même épithète que Shaka, l'homme le plus proche de Dieu. Donc le gars se prend limite pour un dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il restreint ses propres sens, Shaka s'enfermant les deux yeux, lui s'enfermant un seul œil, et à partir du moment où il a ouvert les deux yeux, là son adversaire, son ennemi, est paralysé sur place, et illico presto, il se prend de gros dégâts, c'est exactement ce qu'on retrouve. Par contre, là où Shaka a attaqué avec son Tembu Howlin, et ensuite envoyé ses adversaires dans divers mondes, traverser l'enfer, etc., là c'est pas l'île Barreau qui va le faire, c'est plutôt Kyoraku, avec son pouvoir. C'est le Dangyo no Fuchi, où il fait toutes les attaques de Shaka en gros, hein. Il fait subir diverses souffrances à son opposant, qui a l'air de traverser divers mondes, et à la fin là il va carrément se noyer. J'étais plutôt pas surpris de voir des références à Senseiya, parce que dans Bleach on sait qu'on en a beaucoup, mais amusé de les retrouver chez les deux personnages dans ce combat là. Non mais je suis d'accord avec toi, et puis j'ai trouvé que ça venait enrichir un petit peu aussi le personnage de l'île Barreau, parce que jusque maintenant je le voyais comme un simple sniper, et je me disais qu'est-ce qu'il va apporter lors de son combat. Je suis curieux de me dire qu'est-ce qu'il va devenir ce personnage. Il va se transformer en Girafarig. Et il s'est transformé en Girafarig. Ou Arceus au choix. Non mais ouais, du coup c'était bien d'avoir... En plus, non seulement comme tu dis, il se prend cette épithète à la Shaka, mais il se dit même le bras droit le plus proche de notre cher Yurabara. À la limite, il est sa meilleure création. Est-ce vrai, ou est-ce encore une fois... de la même manière qu'il emprunte ce rapprochement avec Shaka, c'est ce pourquoi il se prend. Mais toujours est-il que c'est bien, ça lui a donné de la consistance, un deuxième œil qui s'ouvre, plus de puissance, une transformation, un Volstanding qui était étonnant. Pas le plus beau esthétiquement. Non, je le trouve moche, le Dieliel, l'espèce de Girafarig, là. Je l'ai trouvé vraiment dégueulasse. Et pour le coup, c'est les goûts, les couleurs, hein, c'est personnel. Je vois que tu partages aussi, mais c'est vrai qu'on a vu des Quincy avec des Volstanding un peu plus stylés, et là pour le coup je trouve que dans le manga couleur, pour l'édition couleur du manga en tout cas, il est quand même plus stylé que ce que j'ai vu dans cet épisode de l'animé. Le seul truc un peu classe, tu sais, c'est les ailes là et l'auréole. Bon, ça fait un peu Zamasu fusionné de Dragon Ball Super, hein. Mais le truc de girafe là, et puis la bouche qui disparaît dans le menton, je sais pas.
Ouais, pas un grand fan. Mais du coup, un épisode avec qui a signé une belle surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à ça, comme j'ai dit en début de cette review, et finalement, tu rentres vite dedans et t'es pris au jeu. Et même à un moment donné, je me suis dit, on va vraiment la voir la fin. Et oui, on va jusqu'à la conclusion de son affrontement. Un Stern Return en moins. Du coup, c'est bien, mais a-t-on du coup aussi un Shinigami aussi puissant que Kyoraku en moins? Ça, c'est notre Probablement. problème. Alors même s'il est pas mort, comme je le disais tout à l'heure, il est out. Il est quand même cheaté, hein. Donc fallait... En fait, je pense que blesser autant un personnage surcheaté comme notre cher Kyoraku, qui a vaincu avec 2 doigts seulement le JLL là, à la fin, renforce la puissance de son adversaire. Tu vois? Tu te dis, c'est le capitaine suprême, là, le chef suprême du Goté 13. Le gars, il bat son ennemi, il sort son bankai, il lui fait toutes les attaques, et ensuite avec 2 doigts, allez, t'es mort, vas-y, dégage. Et à la fin, quand même, tu vois, il peut plus lutter, il peut plus se battre. Donc je me dis, peut-être qu'effectivement, il va rester par terre en attendant que quelqu'un le soigne. Et il est out, quoi, pour les combats. Donc de ce point de vue-là, oui, effectivement, ça permet de mettre le focus sur les Shinigami restants pour moi. Ouais. Du coup, on va voir si Mayuri va lui aussi mettre fin à un deuxième Stern Ritter. Ils sont pas si nombreux que ça, donc petit à petit, les pions tombent. Donc gageons que il meurt pas non plus, ou qu'il soit grièvement blessé, notre cher Mayuri. Ouah, Mayuri. Et pour terminer, non pas avec le poème comme Kyoraku, juste petite information, la seiyuu d'Orana, c'est une nouvelle, puisque c'est Amiko Shimizu, qui fait notamment Karen dans Code Geass, ou encore Holo dans Spice and Wolf, donc Ookami to Koshinyo. À l'époque, en 2004, c'était Ayumi Fujimura, donc c'était une autre seiyuu, donc c'est la deuxième seiyuu, elle a changé de voix. Voilà, c'est une petite précision de notre cher Atsushi. Nous on se retrouve très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, on fait des bisous les amis. Pour d'autres vidéos. À très vite. À la prochaine. Ciao.